Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, tome 2. Chapitre 14. Le pôle Sud. Je me précipitai vers la plateforme. Oui, la mer libre. À peine quelques glaçons épars, des icebergs mobiles. Au loin, une mer étendue. Un monde d'oiseaux dans les airs et des myriades de poissons sous ses eaux, qui, suivant les fonds, variaient du bleu intense au vert olive. Le thermomètre marquait 3 degrés centigrades au-dessus de zéro. C'était comme un printemps relatif enfermé derrière cette banquise, dont les masses éloignées se profilaient sur l'horizon du nord. « Sommes-nous au pôle » demandai-je au capitaine, le cœur palpitant. « Je l'ignore, me répondit-il. À midi, nous ferons le point. »« Mais le soleil se montrera-t-il à travers ces brumes ?» dis-je en regardant le ciel grisâtre. « Si peu qu'il paraisse, il me suffira, » répondit le capitaine. À 10 milles du Nautilus, vers le sud, un îlot solitaire s'élevait à une hauteur de 200 mètres. Nous marchions vers lui, mais prudemment, car cette mer pouvait être semée d'écueils. 1 heure après, nous avions atteint l'îlot. 2 heures plus tard, nous achevions d'en faire le tour. Il mesurait 4 à 5 milles de circonférence. Un étroit canal le séparait d'une terre considérable, un continent peut-être, dont nous ne pouvions apercevoir les limites. L'existence de cette terre semblait donner raison aux hypothèses de Maury. L'ingénieux américain a remarqué en effet qu'entre le pôle sud et le 60e parallèle, la mer est couverte de glaces flottantes, de dimensions énormes, qui ne se rencontrent jamais dans l'Atlantique Nord. De ce fait, il a tiré cette conclusion que le cercle antarctique renferme des terres considérables, puisque les icebergs ne peuvent se former en pleine mer, mais seulement sur des côtes. Suivant ces calculs, la masse des glaces qui enveloppe le pôle austral forme une vaste calotte dont la largeur doit atteindre 4000 km. Cependant, le Nautilus, par crainte d'échouer, s'était arrêté à 3 encablures d'une grève qui dominait un superbe amoncellement de roches. Le canot fut lancé à la mer. Le capitaine, 2 de ses hommes, portant les instruments, Conseil et moi, nous nous y embarquâmes. Il était 10 heures du matin. Je n'avais pas vu Ned Land. Le Canadien, sans doute, ne voulait pas se désavouer en présence du pôle Sud. Quelques coups d'aviron amenèrent le canot sur le sable où il s'échoua. Au moment où Conseil allait sauter à terre, je le retins. « Monsieur, dis-je au capitaine Nemo, à vous l'honneur de mettre pied le premier sur cette terre. »« Oui, monsieur, répondit le capitaine, et si je n'hésite pas à fouler ce sol du pôle, c'est que jusqu'ici, aucun être humain n'y a laissé la trace de ses pas. » Cela dit, il sauta légèrement sur le sable. Une vive émotion lui faisait battre le cœur. Il gravit un roc qui terminait en surplomb un petit promontoire, et là, les bras croisés, le regard ardent, immobile, muet, il sembla prendre possession de ces régions australes. Après 5 minutes passées dans cette extase, il se retourna vers nous. « Quand vous voudrez, monsieur, me cria-t-il. » Je débarquai, suivi de Conseil, laissant les 2 hommes dans le canot. Le sol, sur un long espace, présentait un tuf de couleur rougeâtre, comme s'il eût été fait de briques pilées. Des scories, des coulées de lave, des pierres ponces le recouvraient. On ne pouvait méconnaître son origine volcanique. En de certains endroits, quelques légères fumerolles, dégageant une odeur sulfureuse, attestaient que les feux intérieurs conservaient encore leur puissance expansive. Cependant, ayant gravi un haut escarpement, je ne vis aucun volcan dans un rayon de plusieurs milles. On sait que dans ces contrées antarctiques, James Ross a trouvé les cratères de l'Erebus et du Terror en pleine activité sur le 167e méridien et par 77,32 de latitude. La végétation de ce continent désolé me parut extrêmement restreinte. Quelques lichens de l'espèce Usnea melanoxantha s'étalaient sur les roches noires. Certaines plantules microscopiques, des diatomées rudimentaires, sortes de cellules disposées entre 2 coquilles quartzeuses, de longs fucus pourpres et cramoisis, supportés sur de petites vessies natatoires, et que le ressac jetait à la côte,
composait toute la maigre flore de cette région. Le rivage était parsemé de mollusques, de petites moules, de patelles, de buccardes lisses, en forme de cœur, et particulièrement de clios au corps oblong et membraneux, dont la tête est formée de 2 lobes arrondis. Je vis aussi des myriades de ces clios boréales, longues de 3 cm, dont la baleine avale un monde à chaque bouchée. Ces charmants ptéropodes, véritables papillons de la mer, animaient les eaux libres, sur la lisière du rivage. Entre autres zoophytes apparaissaient dans les hauts fonds quelques arborescences coralligènes, de celles qui, suivant James Ross, vivent dans les mers antarctiques jusqu'à 1000 mètres de profondeur, puis de petits alcyons appartenant à l'espèce Procellaria pelagica, ainsi qu'un grand nombre d'astéries particulières à ces climats et d'étoiles de mer qui constellaient le sol. Mais où la vie surabondait, c'était dans les airs. Là volaient et voletaient par milliers des oiseaux d'espèces variées qui nous assourdissaient de leurs cris. D'autres encombraient les roches, nous regardant passer sans crainte et se pressant familièrement sous nos pas. C'étaient des pingouins aussi agiles et souples dans l'eau, où on les a confondus parfois avec de rapides bonites qu'ils sont gauches et lourds sur terre. Ils poussaient des cris baroques et formaient des assemblées nombreuses, sobres de gestes, mais prodigues de clameurs. Parmi les oiseaux, je remarquai des chionis de la famille des échassiers, gros comme des pigeons, blancs de couleur, le bec court et conique, l'œil encadré d'un cercle rouge. Conseil en fit provision, car ces volatiles, convenablement préparés, forment un mets agréable. Dans les airs passaient des albatros fuligineux, d'une envergure de 4 mètres, justement appelés les vautours de l'océan. Des pétrels gigantesques, entre autres des québrantuesos aux ailes arquées, qui sont grands mangeurs de phoques, des damiers, sortes de petits canards dont le dessus du corps est noir et blanc, enfin toute une série de pétrels, les uns blanchâtres aux ailes bordées de brun, les autres bleus et spéciaux aux mers antarctiques, ceux-là si huileux, dis-je à Conseil, que les habitants des îles Féroé se contentent d'y adapter une mèche avant de les allumer. Un peu plus, répondit Conseil, ce seraient des lampes parfaites. Après ça, on ne peut exiger que la nature les ait préalablement munies d'une mèche. Après un demi-mille, le sol se montra tout criblé de nids de manchots, sorte de terriers disposés pour la ponte et dont s'échappaient de nombreux oiseaux. Le capitaine Nemo en fit chasser plus tard quelques centaines, car leur chair noire est très mangeable. Ils poussaient des braiements d'âne. Ces animaux, de la taille du noix, ardoisés sur le corps, blancs en dessous et cravatés d'un liseré citron, se laissaient tuer à coups de pierre sans chercher à s'enfuir. Cependant, la brume ne se levait pas, et à 11 heures, le soleil n'avait point encore paru. Son absence ne laissait pas de m'inquiéter. Sans lui, pas d'observation possible. Comment déterminer alors si nous avions atteint le pôle? Lorsque je rejoignis le capitaine Nemo, je le trouvai silencieusement accoudé sur un morceau de roc et regardant le ciel. Il paraissait impatient, contrarié. Mais qu'y faire? Cet homme audacieux et puissant ne commandait pas au soleil comme à la mer. Midi arriva sans que l'astre du jour se fût montré un seul instant. On ne pouvait même reconnaître la place qu'il occupait derrière le rideau de brume. Bientôt, cette brume vint à se résoudre en neige. « À demain, me dit simplement le capitaine, et nous regagnâmes le Nautilus au milieu des tourbillons de l'atmosphère. Pendant notre absence, les filets avaient été tendus, et j'observais avec intérêt les poissons que l'on venait de haler à bord. Les mers antarctiques servent de refuge à un très grand nombre de migrateurs qui fuient les tempêtes des zones moins élevées pour tomber, il est vrai, sous la dent des marsouins et des phoques. Je notai quelques côtes australes, longs d'1 décimètre, espèces de cartilagineux blanchâtres, traversés de bandes livides et armés d'aiguillons, puis des chimères antarctiques, longues de 3 pieds, le corps très allongé, la peau blanche, argentée et lisse, la tête arrondie, le dos muni de 3 nageoires, le museau terminé par une trompe qui se recourbe vers la bouche. Je goûtai leur chair, mais je la trouvai insipide, malgré l'opinion de Conseil qui s'en accommoda fort.
La tempête de neige dura jusqu'au lendemain. Il était impossible de se tenir sur la plateforme. Du salon où je notais les incidents de cette excursion au continent polaire, j'entendais les cris des pétrels et des albatros qui se jouaient au milieu de la tourmente. Le Nautilus ne resta pas immobile et, prolongeant la côte, il s'avança encore d'une dizaine de milles au sud, au milieu de cette demi-clarté que laissait le soleil en rasant les bords de l'horizon. Le lendemain 20 mars, la neige avait cessé, le froid était un peu plus vif. Le thermomètre marquait 2 degrés au-dessous de zéro. Les brouillards se levèrent et j'espérais que ce jour-là, notre observation pourrait s'effectuer. Le capitaine Nemo n'avait pas encore paru. Le canot nous prit, Conseil et moi, et nous mit à terre. La nature du sol était la même, volcanique. Partout des traces de lave, de scories, de basalte, sans que j'aperçusse le cratère qui les avait vomis. Ici comme là-bas, des myriades d'oiseaux animaient cette partie du continent polaire. Mais cet empire, ils le partageaient alors avec de vastes troupeaux de mammifères marins qui nous regardaient de leurs 12 yeux. C'étaient des phoques d'espèces diverses, les uns étendus sur le sol, les autres couchés sur des glaçons en dérive, plusieurs sortant de la mer ou y rentrant. Ils ne se sauvaient pas à notre approche, n'ayant jamais eu affaire à l'homme, et j'en comptais là de quoi approvisionner quelques centaines de navires. Ma foi, dit Conseil, il est heureux que Ned Land ne nous ait pas accompagnés. Pourquoi cela, Conseil? Parce que l'enragé chasseur aurait tout tué. Tout, c'est beaucoup dire, mais je crois en effet que nous n'aurions pu empêcher notre ami le Canadien de harponner quelques-uns de ces magnifiques cétacés. Ce qui eût désobligé le capitaine Nemo, car il ne verse pas inutilement le sang des bêtes inoffensives. Il a raison. Certainement, Conseil. Mais dis-moi, n'as-tu pas déjà classé ces superbes échantillons de la faune marine? Monsieur sait bien, répondit Conseil, que je ne suis pas très ferré sur la pratique. Quand monsieur m'aura appris le nom de ces animaux, ce sont des phoques et des morses. 2 genres qui appartiennent à la famille des pinnipèdes, se hâta de dire mon savant Conseil. Ordre des carnassiers, groupe des unguiculés, sous-classe des monodelphiens, classe des mammifères, embranchement des vertébrés. Bien, Conseil, répondis-je, mais ces 2 genres, phoques et morses, se divisent en espèces, et si je ne me trompe, nous aurons ici l'occasion de les observer. Marchons. Il était 8 heures du matin. 4 heures nous restaient à employer, jusqu'au moment où le soleil pourrait être utilement observé. Je dirigeai nos pas vers une vaste baie qui s'échancrait dans la falaise granitique du rivage. Là, je puis dire qu'à perte de vue, autour de nous, les terres et les glaçons étaient encombrés de mammifères marins, et je cherchais involontairement du regard le vieux Protée, le mythologique pasteur qui gardait ces immenses troupeaux de Neptune. C'étaient particulièrement des phoques. Ils formaient des groupes distincts, mâles et femelles, le père veillant sur sa famille, la mère allaitant ses petits, quelques jeunes, déjà forts, s'émancipant à quelques pas. Lorsque ces mammifères voulaient se déplacer, ils allaient par petits sauts, dus à la contraction de leur corps, et ils cédaient assez gauchement de leur imparfaite nageoire, qui chez le lamantin, leur congénère, forme un véritable avant-bras. Je dois dire que dans l'eau, leur élément par excellence, ces animaux à épines dorsales mobiles, au bassin étroit, aux poils ras et serrés, aux pieds palmés, nagent admirablement. Au repos et sur terre, ils prenaient des attitudes extrêmement gracieuses. Aussi les anciens, observant leur physionomie douce, leur regard expressif, que ne saurait surpasser le plus beau regard de femme, leurs yeux veloutés et limpides, leur pose charmante, et les poétisant à leur manière, métamorphosèrent-ils les mâles en tritons et les femelles en sirènes. Je fis remarquer à Conseil le développement considérable des lobes cérébraux chez ces intelligents cétacés. Aucun mammifère, l'homme excepté, n'a la matière cérébrale plus riche. Aussi les phoques sont-ils susceptibles de recevoir une certaine éducation. Ils se domestiquent aisément, et je pense avec certains naturalistes que convenablement dressés, ils pourraient rendre de grands services comme chiens de pêche. La plupart de ces phoques dormaient sur les rochers ou sur le sable. Parmi ces phoques, proprement dit, qui n'ont point d'oreilles externes, différentes en cela des otaries dont l'oreille est saillante,
j'observai plusieurs variétés de sténorynques, longs de 3 mètres, blancs de poils, à tête de bulldog, armés de 10 dents à chaque mâchoire, 4 incisives en haut et en bas, et 2 grandes canines découpées en forme de fleurs de lys. Entre eux se glissaient des éléphants marins, sortes de phoques à trompe courte et mobile, les géants de l'espèce, qui, sur une circonférence de 20 pieds, mesuraient une longueur de 10 mètres. Ils ne faisaient aucun mouvement à notre approche. « Ce ne sont pas des animaux dangereux ?» me demanda Conseil. « Non, répondis-je, à moins qu'on ne les attaque. Lorsqu'un phoque défend son petit, sa fureur est terrible, et il n'est pas rare qu'il mette en pièces l'embarcation des pêcheurs. »« Il est dans son droit, » répliqua Conseil. « Je ne dis pas non. » 2 milles plus loin, nous étions arrêtés par le promontoire qui couvrait la baie contre les vents du sud. Il tombait d'aplomb à la mer et écumait sous le ressac. Au-delà, éclataient de formidables rugissements, tels qu'un troupeau de ruminants en eût pu produire. « Bon, fit Conseil, un concert de taureaux ? » ?»« Non, dis-je, un concert de morses. »« Ils se battent ? » ?»« Ils se battent ou ils jouent. N'en déplaise à monsieur, il faut voir cela. »« Il faut le voir, Conseil. » Et nous voilà franchissant les roches noirâtres, au milieu d'éboulements imprévus, et sur des pierres que la glace rendait fort glissantes. Plus d'une fois, je roulais au détriment de mes reins. Conseil, plus prudent ou plus solide, ne bronchait guère et me relevait, disant « Si monsieur voulait avoir la bonté d'écarter les jambes, monsieur conserverait mieux son équilibre. » Arrivé à l'arête supérieure du promontoire, j'aperçus une vaste plaine blanche couverte de morses. Ces animaux jouaient entre eux. C'étaient des hurlements de joie, non de colère. Les morses ressemblent aux phoques par la forme de leur corps et par la disposition de leurs membres. Mais les canines et les incisives manquent à leur mâchoire inférieure, et quant aux canines supérieures, ce sont 2 défenses longues de 80 cm qui en mesurent 33 à la circonférence de leur alvéole. Ces dents, faites d'un ivoire compact et sans stries, plus dur que celui des éléphants et moins promptes à jaunir, sont très recherchées. Aussi les morses sont-ils en butte à une chasse inconsidérée qui les détruira bientôt jusqu'au dernier, puisque les chasseurs, massacrant indistinctement les femelles pleines et les jeunes, en détruisent chaque année plus de 4000. En passant auprès de ces curieux animaux, je pus les examiner à loisir, car ils ne se dérangeaient pas. Leur peau était épaisse et rugueuse, d'un ton fauve tirant sur le roux. Leur pelage court et peu fourni. Quelques-uns avaient une longueur de 4 mètres. Plus tranquilles et moins craintifs que leurs congénères du Nord, ils ne confiaient point à des sentinelles choisies le soin de surveiller les abords de leur campement. Après avoir examiné cette cité des morses, je songeai à revenir sur mes pas. Il était 11 heures, et si le capitaine Nemo se trouvait dans des conditions favorables pour observer, je voulais être présent à son opération. Cependant, je n'espérais pas que le soleil se montrât ce jour-là. Des nuages écrasés sur l'horizon le dérobaient à nos yeux. Il semblait que cet astre jaloux ne voulût pas révéler à des êtres humains ce point inabordable du globe. Cependant, je songeais à revenir vers le Nautilus. Nous suivîmes un étroit raidillon qui courait sur le sommet de la falaise. À 11h30, nous étions arrivés au point de débarquement. Le canot échoué avait déposé le capitaine à terre. Je l'aperçus debout sur un bloc de basalte. Ses instruments étaient près de lui. Son regard se fixait sur l'horizon du nord, près duquel le soleil décrivait alors sa courbe allongée. Je pris place auprès de lui et j'attendis sans parler. Midi arriva, et ainsi que la veille, le soleil ne se montra pas. C'était une fatalité. L'observation manquait encore. Si demain elle ne s'accomplissait pas, il faudrait renoncer définitivement à relever notre situation. En effet, nous étions précisément au 20 mars. Demain, 21, jour de l'équinoxe, réfraction non comptée, le soleil disparaîtrait sous l'horizon pour 6 mois, et avec sa disparition, commencerait la longue nuit polaire. Depuis l'équinoxe de septembre, il avait émergé de l'horizon septentrional, s'élevant par des spirales allongées jusqu'au 21 décembre. À cette époque, solstice d'été de ces contrées boréales, il avait commencé à redescendre, et le lendemain, il devait leur lancer ses derniers rayons.
Je communiquai mes observations et mes craintes au capitaine Nemo. « Vous avez raison, monsieur Aronnax, me dit-il. Si demain je n'obtiens la hauteur du soleil, je ne pourrai avant 6 mois reprendre cette opération. Mais aussi, précisément, parce que les hasards de ma navigation m'ont amené, le 21 mars, dans ces mers, mon point sera facile à relever si à midi le soleil se montre à nos yeux. Pourquoi, capitaine ? Parce que, lorsque l'astre du jour décrit des spirales si allongées, il est difficile de mesurer exactement sa hauteur au-dessus de l'horizon, et les instruments sont exposés à commettre de graves erreurs. Comment procéderez-vous donc ? Je n'emploierai que mon chronomètre, me répondit le capitaine Nemo. Si demain 21 mars à midi, le disque du soleil, en tenant compte de la réfraction, est coupé exactement par l'horizon du nord, c'est que je suis au pôle sud. En effet, dis-je. Pourtant, cette affirmation n'est pas mathématiquement rigoureuse parce que l'équinoxe ne tombe pas nécessairement à midi. Sans doute, monsieur, mais l'erreur ne sera pas de 100 mètres et il ne nous en faut pas davantage. À demain donc. Le capitaine Nemo retourna à bord. Conseil et moi, nous restâmes jusqu'à 5 heures à arpenter la plage, observant et étudiant. Je ne récoltai aucun objet curieux, si ce n'est un œuf de pingouin, remarquable par sa grosseur, et qu'un amateur eût payé plus de 1000 francs. Sa couleur Isabelle, les raies et les caractères qui l'ornaient, comme autant d'hiéroglyphes, en faisaient un bibelot rare. Je le remis entre les mains de Conseil, et le prudent garçon, aux pieds sûrs, le tenant comme une précieuse porcelaine de Chine, le rapporta intact au Nautilus. Là, je déposai cet œuf rare sous une des vitrines du musée. Je soupai avec appétit d'un excellent morceau de foie de phoque dont le goût rappelait celui de la viande de porc. Puis je me couchai, non sans avoir invoqué comme un hindou les faveurs de l'astre radieux. Le lendemain, 21 mars, dès 5 heures du matin, je montai sur la plateforme. J'y trouvai le capitaine Nemo. « Le temps se dégage un peu, me dit-il. J'ai bon espoir. Après déjeuner, nous nous rendrons à terre pour choisir un poste d'observation. » Ce point convenu, j'allais trouver Ned Land. J'aurais voulu l'emmener avec moi. L'obstiné Canadien refusa, et je vis bien que sa taciturnité, comme sa fâcheuse humeur, s'accroissait de jour en jour. Après tout, je ne regrettais pas son entêtement dans cette circonstance. Véritablement, il y avait trop de phoques à terre, et il ne fallait pas soumettre ce pêcheur irréfléchi à cette tentation. Le déjeuner terminé, je me rendis à terre. Le Nautilus s'était encore élevé de quelques milles pendant la nuit. Il était au large, à une grande lieue d'une côte, que dominait un pic aigu de 4 à 500 mètres. Le canot portait avec moi le capitaine Nemo, 2 hommes de l'équipage, et les instruments, c'est-à-dire un chronomètre, une lunette et un baromètre. Pendant notre traversée, je vis de nombreuses baleines qui appartenaient aux 3 espèces particulières aux mers australes. La baleine franche, ou right whale des Anglais, qui n'a pas de nageoire dorsale, le humpback baléinoptère à ventre plissé, aux vastes nageoires blanchâtres, qui malgré son nom, ne forme pourtant pas des ailes, et le finback brun jaunâtre, le plus vif des cétacés. Ce puissant animal se fait entendre de loin, lorsqu'il projette à une grande hauteur ses colonnes d'air et de vapeur qui ressemblent à des tourbillons de fumée. Ces différents mammifères s'ébattaient par troupes dans les eaux tranquilles, et je vis bien que ce bassin du pôle antarctique servait maintenant de refuge aux cétacés trop vivement traqués par les chasseurs. Je remarquai également de longs cordons blanchâtres de salpes, sortes de mollusques agrégés, et des méduses de grande taille qui se balançaient entre le remous des lames. À 9 heures, nous accostions la terre. Le ciel s'éclaircissait. Les nuages fuyaient dans le sud. Les brumes abandonnaient la surface froide des eaux. Le capitaine Nemo se dirigea vers le pic dont il voulait sans doute faire son observatoire. Ce fut une ascension pénible sur des laves aiguës et des pierres ponces, au milieu d'une atmosphère souvent saturée par les émanations sulfureuses des fumerolles. Le capitaine, pour un homme déshabitué de fouler la terre, gravissait les pentes les plus raides avec une souplesse, une agilité que je ne pouvais égaler, ce qu'eût envié un chasseur d'isards. Il nous fallut 2 heures pour atteindre le sommet de ce pic
moitié porphyre, moitié basalte. De là, nos regards embrassaient une vaste mer qui, vers le nord, traçait nettement sa ligne terminale sur le fond du ciel. À nos pieds, des champs éblouissants de blancheur. Sur notre tête, un pâle azur dégagé de brume. Au nord, le disque du soleil comme une boule de feu, déjà écornée par le tranchant de l'horizon. Du sein des eaux s'élevaient en gerbes magnifiques des jets liquides par centaines. Au loin, le Nautilus comme un cétacé endormi. Derrière nous, vers le sud et l'est, une terre immense, un amoncellement chaotique de rochers et de glaces dont on n'apercevait pas la limite. Le capitaine Nemo, en arrivant au sommet du pic, releva soigneusement sa hauteur au moyen du baromètre, car il devait en tenir compte dans son observation. À midi moins le quart, le soleil, vu alors par réfraction seulement, se montra comme un disque d'or et dispersa ses derniers rayons sur ce continent abandonné, à ces mers que l'homme n'a jamais sillonnées encore. Le capitaine Nemo, muni d'une lunette à réticule, qui au moyen d'un miroir corrigeait la réfraction, observa l'astre qui s'enfonçait peu à peu au-dessous de l'horizon, en suivant une diagonale très allongée. Je tenais le chronomètre. Mon cœur battait fort. Si la disparition du demi-disque du soleil coïncidait avec le midi du chronomètre, nous étions au pôle même. Midi, m'écriai-je. Le pôle sud, répondit le capitaine Nemo d'une voix grave, en me donnant la lunette qui montrait l'astre du jour précisément coupé en 2 portions égales par l'horizon. Je regardais les derniers rayons couronner le pic et les ombres monter peu à peu sur ses rampes. En ce moment, le capitaine Nemo, appuyant sa main sur mon épaule, me dit « Monsieur, en 1600, le Hollandais Giricht, entraîné par les courants et les tempêtes, atteignit 64 degrés de latitude sud et découvrit les New Shetland. En 1773, le 17 janvier, l'illustre Cook, suivant le 38e méridien, arriva par 67 degrés 30 de latitude et en 1774, le 30 janvier, sur le 109e méridien, il atteignit 71 degrés 15 de latitude. En 1819, le Russe Bellinghausen se trouva sur le 69e parallèle et en 1821 sur le 66e par 111 degrés de longitude ouest. En 1820, l'anglais Bransfield fut arrêté sur le 65e degré. La même année, l'américain Morel, dont les récits sont douteux, remontant sur le 42e méridien, découvrait la mer libre par 70 degrés 14 de latitude. En 1825, l'anglais Powell ne pouvait dépasser le 62e degré. La même année, un simple pêcheur de phoques, l'anglais Weddell, s'élevait jusqu'à 72 degrés 14 de latitude sur le 35e méridien et jusqu'à 74 degrés 15 sur le 36e. En 1829, l'anglais Forster, commandant le Chanticleer, prenait possession du continent antarctique par 63 degrés 26 de latitude et 66 degrés 26 de longitude. En 1831, l'anglais Biscoe, le 1er février, découvrait la terre d'Enderby par 68 degrés 50 de latitude. En 1832, le 5 février, la terre d'Adélaïde par 67 degrés de latitude. Et le 21 février, la terre de Graham par 64 degrés 45 de latitude. En 1838, le français Dumont d'Urville, arrêté devant la banquise par 62 degrés 57 de latitude, relevait la terre Louis-Philippe. 2 ans plus tard, dans une nouvelle pointe au sud, il nommait par 66 degrés 30 le 21 janvier la terre Adélie et 8 jours après, par 64 degrés 40, la côte Clary. En 1838, l'anglais White s'avançait jusqu'au 69e parallèle sur le 100e méridien. En 1839, l'anglais Balny découvrait la terre Sabrina sur la limite du cercle polaire. Enfin, en 1842, l'anglais James Ross, montant l'Erebus et le Terror, le 12 janvier, par 76 degrés 56 de latitude et 171 degrés 7 de longitude est, trouvait la terre Victoria. Le 23 du même mois, il relevait le 74e parallèle, le plus haut point atteint jusqu'alors. Le 27, il était par 76 degrés 8,
le 28 par 77,32°, le 2 février par 78,4°, et en 1842, il revenait au 71e degré qu'il ne put dépasser. Eh bien moi, capitaine Nemo, ce 21 mars 1868, j'ai atteint le pôle sud sur le 90e degré, et je prends possession de cette partie du globe égale au 6e des continents reconnus. Au nom de qui, capitaine ? Au mien, monsieur. Et ce disant, le capitaine Nemo déploya un pavillon noir portant un N d'or écartelé sur son étamine. Puis se retournant vers l'astre du jour dont les derniers rayons léchaient l'horizon de la mer, « Adieu soleil » s'écria-t-il, « disparais, astre radieux, couche-toi sous cette mer libre et laisse une nuit de 6 mois étendre ses ombres sur mon nouveau domaine. »